Allez, on continue, deuxième demi-heure. On vient de parler pendant 30 minutes de macroéconomie. On a fait plusieurs constats avec nos invités. Évidemment, vous étiez là, je l'imagine. Donc, on va pouvoir suivre maintenant avec la deuxième partie, c'est les perspectives d'allocation pour nos portefeuilles. Alors, je vous rassure, évidemment, mes trois invités de cette deuxième table ronde ne vont pas nous expliquer ce qu'on doit faire de nos portefeuilles. Ils vont simplement, finalement, vous donner les clés, nous donner les clés de réflexion pour peut-être adapter des choses un peu différenciantes ou des choses très classiques dans nos portefeuilles pour qu'on passe un été tranquille et surtout qu'on attaque un second semestre 2021 dans de bonnes conditions. Je reçois aujourd'hui Guy Wagner, qui est administrateur directeur chez BLI, donc Banque de Luxembourg Investissement, Alain Bartel, qui est responsable Europe continentale chez Brandwine Global, et Laurent Durin, directeur général adjoint en charge du développement chez Claresco. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde est connecté? Bonjour Stéphane, Bonjour. bonjour à tout le monde. on, on fait le test classique. Bon, apparemment, tout le monde est là, tant mieux. Alors, comme je le disais, messieurs, on vient de passer une demi-heure et de partager une table ronde sur les grands sujets macroéconomiques. Avant qu'on parle de vos convictions pour le second semestre 2021, on ne va pas vous demander de vous mouiller trop, rassurez-vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même vos points de vigilance, hein? Je ne veux pas que ce soit redondant, mais qu'est-ce qu'on doit surveiller et quels sont éventuellement les points d'opportunité que nous offre ce contexte macroéconomique? Laurent, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir Stéphane. Tout d'abord, sans faire de redondance à ce qui a été dit précédemment, mais quand on analyse la situation macro, donc globalement, cette situation, ça redémarre en Europe, reprise en V aux États-Unis. Sur les pays émergents, on est un peu plus regardant, notamment avec cette remontée des cours du dollar. Cependant, au niveau de la micro, je rappelle que chez Claresco, on a quand même une approche plutôt fondamentale, hein, c'est les sociétés qui nous intéressent. Mais au niveau micro, on n'a pas eu de profit warning, on n'a pas parlé encore, mais pas de profit warning annoncé donc à cette fin du mois de juin. Donc ça, ce sont des points essentiels. Et sur les points de vigilance, bien sûr, il y en a. Il y a en premier lieu les valorisations, l'évolution du variant Delta, la remontée des taux, on en a parlé précédemment, l'inflation, bien sûr. La sortie du quoi qu'il en coûte, on n'a pas beaucoup parlé, mais la sortie du quoi qu'il en coûte de l'ensemble des États est un point pour nous de vigilance essentiel. Et dans les prochains mois, futurs mois, la campagne électorale qui avait généré quelques tensions, si on se souvient, de 2017. Donc, il y a plusieurs points de vigilance, bien entendu. Cependant, sur l'évolution du variant Delta, eh bien, les campagnes de vaccination ayant très fortement progressé, le vaccin Moderna étant plutôt efficace sur le variant, c'était annoncé hier, donc ça c'est un point de vigilance qu'on va mettre un tout petit peu de côté. Ensuite, sur la remontée taux d'intérêt, on ne va pas se voiler la face, on en a parlé précédemment, c'est capé par les banques centrales, donc avec un taux d'endettement extrêmement important des États, 155% pour l'Italie, 120% pour la France, difficile d'avoir des remontées de taux extrêmement importantes, donc ça restera capé, donc on aura des taux bas et durablement bas pendant les mois, voire peut-être années à venir, parce qu'il faut amortir cette charge de la dette, bien sûr. Et le quoi qu'il en coûte, mais ça va se terminer. En revanche, il va y avoir un relais. Le relais, ce sont les plans d'infrastructure, les 1200 milliards aux États-Unis, les 700 milliards en Europe. Donc ça n'a pas encore été relancé, ça va être mis en place. Donc ce sont des points plutôt positifs. Et sur la valorisation des marchés, je l'entends bien trop souvent, on va en parler dans la deuxième partie, mais sur la valo des marchés, oui, on a pris 65% depuis le 22 mars 2020. Cependant, on avait chuté entre le 12 février et le 22 mars de près de 38% sur les marchés français. Et bien, quand je chute de 38%, il faut que je fasse une performance de près de 63% pour pouvoir récupérer mon drawdown. Donc, on a en réalité, hein, entre le 12 février dernier et aujourd'hui, une progression des marchés de l'ordre de 7%, 8%. Est-ce que c'est extrêmement important? On ne le pense pas. Je reparlerai des multiples tout à l'heure parce que c'est un point important pour nous. Merci Laurent, c'est un calcul finalement assez évident et je t'avouerai que je ne l'avais pas vu comme ça. Donc merci pour cet éclairage. Je sais pas, Guy, je ne sais pas si tu es là. Je crois que je ne vois pas Guy. Ah, si, il est là, Guy. Bon, super. Guy, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet? Point de vigilance, point d'opportunité. Est-ce que tu as envie de nous partager, j'imagine que oui, ta vision un peu macro avant d'attaquer un peu plus les convictions? Oui, tout à fait. Donc, la vision macro, surtout c'est que le marché semble escompter et effectivement,
où est-ce qu'on pourrait peut-être voir des points où le marché pourrait se tromper. Donc, macro, c'est toujours les deux volets, c'est la croissance et c'est l'inflation. Donc, au niveau croissance, j'ai l'impression que le marché aujourd'hui est très optimiste. Le constatant une forte croissance au second semestre et ou en 2022, ou en tout cas au premier semestre de 2022. Donc pour moi, les points d'interrogation, c'est effectivement, est-ce que cet optimisme est justifié? Donc, comme toujours, l'avenir nous le dira, mais donc c'est clairement par rapport à ça qu'on pourrait éventuellement avoir des croissances, sachant aussi qu'au niveau de la croissance des bénéfices, même si elle reste bien sûr favorablement orientée, le pic de la croissance maintenant est derrière nous. Et au niveau de l'inflation, ça c'est évidemment le grand débat. Donc l'inflation qui a monté, notamment aux États-Unis, on avait récemment une inflation à 5%, donc pour l'indice des prix à la consommation, donc c'est un niveau qu'on n'a plus vu depuis très très longtemps. Et par rapport à ça, on a des taux obligataires, même le taux à 30 ans qui est autour de 2. Donc clairement, le marché semble donner raison à la Réserve fédérale qui dit que cette remontée de l'inflation n'est que temporaire et qu'ensuite l'inflation va à nouveau baisser. Mais là, effectivement, je dirais, c'est là où le débat est le plus important entre les soi-disant experts, entre ceux qui vraiment pensent que l'inflation ne constitue pas un problème durable et va à nouveau rebaisser. Et ceux qui pensent que non, maintenant ça y est, on est vraiment dans un changement en ce qui concerne le régime des prix. On avait pendant 40 ans essentiellement un régime de baisse de l'inflation et ensuite inflation faible. Donc ce régime des prix, c'est la grande question. Est-ce qu'il va structurellement changer? Est-ce que cette décennie marquera peut-être un retour à l'inflation? Donc ça, je dirais au niveau des grands points macroéconomiques, c'est bien sûr les deux grandes questions. Ok, pas d'inquiétude sanitaire parce que Laurent le rappelait. Toi, tu n'as pas cette approche-là, Guy. C'est pas quelque chose qui t'inquiète plus que ça? C'est lié aux croissances. Je dirais cet optimisme sur la croissance est dû au fait qu'effectivement, on s'attend à une réouverture complète des économies. Ensuite, il y a cette idée qu'il y a une sorte de demande refoulée puisque les gens ne pouvaient pas dépenser l'année dernière dans certains domaines. Que le taux d'épargne, ça c'est aussi, il faut bien noter que ce qui est complètement inhabituel dans cette récession, c'est que le revenu des ménages n'a pas baissé. Aux États-Unis, il a même monter, ce qui n'est jamais arrivé évidemment dans une récession, puisque généralement dans une récession, les revenus des ménages souffrent. Cette fois-ci, ça a été plus que compensé par l'échec obtenu par le gouvernement ou envoyé par le gouvernement. Et donc on a une situation complètement inhabituelle qu'on n'avait jamais par le passé. Mais l'histoire du virus, c'est effectivement cette idée que je voulais dire, c'est que par rapport à cet optimisme aujourd'hui du marché qui est très grand sur la croissance, il y a quand même des éléments qui pourraient remettre en question cet optimisme. Qui pourrait freiner cet optimisme. Merci, merci beaucoup, Guy. Alain, je te vois. Toi, tu es là. Ça y est, super. Alain, Stéphane, bonjour ta tout le monde. vision macroéconomique, est-ce que tu veux nous préciser un petit peu quels sont les quelques points qui sont importants en termes de vigilance ou d'optimisme et d'opportunité pour toi avant qu'on attaque un peu plus en détail tes convictions? Stéphane. Et premier point très important, et là je rejoindrai Guy, c'est vrai que pour l'instant, le consensus, ce rebond économique, une vague d'inflation, on en sort, les choses se stabilisent, la croissance, c'est le constat général, mais c'est un peu Alice au pays des merveilles. D'un autre côté, pragmatique. Le premier point, c'est effectivement le cash de côté, c'est quand même 3500 milliards de dollars. Rien qu'aux États-Unis, ça fait 16% du PIB. Donc, ce n'est pas seulement la quantité qui est importante, mais c'est la question fondamentale, c'est quand c'est à revenir dans l'économie. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est par exemple au niveau des prix de l'immobilier aux États-Unis, il a fortement augmenté, mais rien en comparaison avec la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est le premier constat. Un constat qui est particulièrement important, c'est l'action de la Fed. Il faut quand même regarder que historiquement, quand la Fed est sortie de ce type l'inflation. Et aujourd'hui, pour être très clair au niveau de la gestion obligataire, on est dans un range. Il n'y a pas de signaux clairs, c'est plutôt dominé par du bruit et il faut attendre que les choses se calment. Et je rajouterais effectivement la cerise sur le gâteau Chine, qu'il faut pas oublier.
sorti la première. Au niveau de l'impulsion donnée avec le crédit, ils ont fortement ralenti. Donc je dirais que ça sont les 4 points clés à surveiller. Ok. Merci, merci Alain. Tu feras juste attention, ça saute un petit peu ta connexion. Justement, dans le contexte complexe, et je vais faire commencer Guy, si Alain, tu veux faire deux, trois petits réglages, euh, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, je vous laisse vraiment un petit peu plus de temps, parce que j'ai besoin, en tant que CGP, comme nos auditeurs, finalement, qu'on soulève un peu le capot. Parce qu'une fois qu'on a parlé de macro, une fois qu'on, comme disait tout à l'heure Guy, que les experts se sont exprimés, il nous faut un peu plus comprendre, un peu plus de concret, pour qu'on puisse, nous, en tout cas, bien l'appréhender et bien l'expliquer à nos clients finaux. Alors, quelle classe d'actifs, je vais commencer très large, quelle classe d'actifs on doit privilégier en ce moment? Est-ce qu'il y a des secteurs, des thématiques qui se démarquent clairement ou qui, en tout cas, vous semblent beaucoup plus évidents pour aller dans le sens de ce que vous venez de nous donner comme conviction macro? Guy, je te laisse démarrer. Ok, ben, je dirais la première grande distinction que je ferais, c'est entre ce qu'on appelle toujours les actifs monétaires et les actifs réels. Donc les actifs monétaires, c'est plutôt les placements obligataires et les placements, les liquidités. Les actifs réels, c'est plutôt les actions, respectivement l'immobilier ou autre chose. Donc je pense qu'on est clairement dans un environnement où il faut privilégier les actifs réels. Euh, les actifs monétaires, finalement, une obligation n'est rien d'autre qu'une promesse où quelqu'un vous promet de vous rembourser votre argent et normalement il le rémunère aussi à un certain taux. Aujourd'hui, je dirais ce taux de toute façon a disparu puisque les taux d'intérêt, en tout cas sur les obligations de qualité, sont pratiquement nuls. Et donc je pense que cette classe d'actifs qu'on a toujours associée à plus de sécurité, etc., est au contraire devenue très risquée. Donc je parle bien sûr des obligations et notamment des emprunts d'État. Toujours dit, les actions sont risquées, les obligations sont beaucoup moins risquées. Mais aujourd'hui, les obligations sont presque une garantie de perdre de l'argent. Donc, parce que soit les taux d'intérêt vont monter et alors on perd directement sur les cours des obligations, soit les taux ne remontent pas, mais on a quand même une certaine inflation, donc on perd sur le pouvoir d'achat. Donc, je dirais, ça, c'est une classe d'actifs qui donne peut-être un sentiment de sécurité aux investisseurs, mais ce n'est plus une classe d'actifs très attrayante. Et donc, de l'autre côté, les actifs réels, bon, dans notre cas, puisqu'on est plutôt gestionnaire traditionnel, donc c'est clairement les actions. Et donc, c'est là que reste notre priorité. Maintenant, on l'a déjà entendu, et c'est vrai, les multiples de valorisation sont élevés. Euh, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, ce n'est pas nécessairement une raison de sortir des actions, parce que les multiples élevés ne suffisent pas pour provoquer une forte chute des marchés. Il faut quand même alors une sorte de catalyseur, mais il faut bien sûr être vigilant et être conscient que c'est vrai que les actions aujourd'hui, les multiples sont élevés, mais je dirais aussi dans une certaine mesure, c'est logique, puisque dans chaque modèle de valorisation, les taux d'intérêt jouent un rôle important. Comme les taux sont très faibles, c'est logique aussi que les multiples sont plus élevés que par le passé. Donc clairement, action pour nous, oui, pardon, Non, non, vous vas-y, voulez vas-y, ma- vas-y. Non, donc clairement, Non, non, vas-y, action, continue. mais maintenant, ça dépend alors ensuite un peu de son horizon d'investissement et de son appétit pour le risque. En ce sens, moi, je gère personnellement un fonds mixte, flexible. Donc, mon idée dans ce fonds, c'est en gros de combiner ensuite les actions avec des classes d'actifs qui peuvent protéger le portefeuille dans des périodes plus difficiles pour les actions. Donc, qui à ces moments-là peuvent justement limiter les pertes et c'est l'or, c'est certains emprunts d'État quand même encore de qualité, c'est ce mélange. Mais au niveau des actions, mais ça, c'est dû à notre propre méthodologie. Donc, nous, on a tendance, en tant que BLI, de rester à l'écart de beaucoup de secteurs qui, pour nous, n'ont pas de valeur pour leurs actionnaires sur le long terme. Donc, dans ces secteurs-là, on peut faire de l'argent à condition d'avoir un très bon timing. Mais comme notre approche d'investissement est plutôt orientée sur le long terme, ce genre de secteur, on a tendance à rester à l'écart. Et c'est typiquement des secteurs très volatiles, les matières premières, les banques, les assurances, les producteurs de voitures, les compagnies aériennes, tous ces secteurs-là, typiquement, vous ne les trouvez pas dans nos fonds actions. Ce qui veut dire de l'autre côté que les secteurs qui se retrouvent essentiellement dans nos portefeuilles actions, c'est des secteurs comme l'industrie, la technologie, la consommation de base ou cyclique et la santé. Donc ça, c'est typiquement là où nous, on concentre nos investissements et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Super. Ben voilà, ça c'est clair, net et précis. Merci Guy. Alain,
Même question. Est-ce que tu as comme ça, alors je vais utiliser un terme parce que l'autre ne me vient pas. Est-ce qu'il y a comme ça des secteurs qui sont, d'office exclus ou est-ce que tu as des secteurs privilégiés? Comment est-ce que tu, finalement matérialises, les 4 points dont tu nous parlais, précédemment? Alors, concrètement, au-delà de la sélection des classes d'actifs, ce qui est très important, c'est d'être numéro un, actif, numéro 2, assurer cette rotation au fur et à mesure que le cycle économique avance, et numéro 3, concrètement pour vous, CGP, ce que ça veut dire, et ça, je dirais que c'est la marque de Brandywine, c'est numéro un. Quel est le risque qui est présent dans l'information qui nous est présentée? Numéro 2, quel est le risque en termes de valorisation? Et numéro 3, quelle est la marge de sécurité qu'on veut garder dans le portefeuille? Concrètement, comment ça s'applique, par exemple, dans notre fonds obligataire flexible, global? Numéro 1 au niveau des souverains, là, on a une exposition très faible. C'est vraiment, avec la situation des taux d'intérêt, être exposé au minimum. A contrario, deuxièmement, au niveau du crédit, il faut voir qu'on est encore pas tout à fait au niveau de spread juste avant la crise financière de 2008. Il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. Donc là, on peut encore gagner à peu près 20 points de base. Sur le high yield, au fur et à mesure qu'effectivement les actifs risqués reprennent le dessus et il y a de la croissance, on a entre 50 et 100 points de base à gagner. Et enfin, sur le structuré, on se focalise précisément sur l'immobilier résidentiel américain qui, en termes de qualité d'emprunteur, a été nettement amélioré depuis 2008. Et de nouveau, prudence sur le dollar, qui est très soutenu par cette manne financière présente aux États-Unis. Ouais. Prudence au niveau des marchés émergents, car effectivement, il y a encore, on a vu au Brésil, des pics. Donc, je dirais la vision d'ensemble, c'est une vision de rotation et d'évolution au fur et à mesure qu'on sort de cette crise, avec beaucoup, beaucoup de prudence. Super, Donc, merci. Alors là aussi, c'est très dernier précis. point, oui. Vas-y, vas-y. Non, je disais, par exemple, un exemple très concret pour les CGP, pour discuter avec les clients, c'est exactement dans le crédit entre le triple B et le double B. Là encore, il y a de la valeur. En termes de cycle, je dirais, ce sont les entreprises sur les matériaux de base, sur les matières premières, la technologie, et celles qui ont été downgradées, qui ont un potentiel de nouveau à être upgradées. Voilà de manière encore plus concrète par rapport au secteur, au segment de marché où il y a les opportunités. J'aurais une petite question concrète, sur sur les fonds après, t'inquiète pas, je vous laisserai pas tranquille et partir tranquillement en vacances sans vous poser la question qui tue. Mais alors déjà donc 2 visions, différentes, mais très complémentaires dans la clarté. Ah Laurent, doit terminer cette partie-là. Alors maintenant toi, chez Claresco, je sais que vous avez une gestion plutôt de conviction sur un certain nombre de secteurs. Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on écarte? Est-ce que finalement on regarde tout? Est-ce que c'est plutôt dans la gestion ou est-ce que c'est plutôt dans les secteurs qu'on doit faire la différence? Alors, déjà, avant de répondre à ta question directement, Stéphane, tu me connais, j'aime bien rappeler les fondamentaux. En fait, mais oui, le bon sens est à privilégier, bien sûr, dans une allocation de portefeuille. Je me mets à la place des CGP aujourd'hui qui récupèrent des capitaux et qui doivent les investir aujourd'hui. Déjà, de base, le premier sujet, c'est la diversification, tout simplement, diversification des secteurs, des zones géographiques, des styles de gestion, des sociétés de gestion. Déjà, quand on commence à avoir cette bonne diversification et qu'on ne rentre pas et qu'on sort en tout cas des biais habituels que l'on peut avoir, eh bien déjà on se met une première parade, un premier bouclier. Donc vraiment cette notion de bon sens. Deuxième sujet, c'est de la méthodologie. Chaque cabinet, tu le disais en introduction, on n'a pas du tout la prétention de se substituer aux cabinets pour faire leurs allocations de portefeuille, mais en tout cas donner nos directions, en tout cas dans la méthodologie que je conseille. J'aime bien rappeler que 70% de la performance d'une allocation provient de l'allocation stratégique, quel que soit le profil de risque, que 15% provient de l'allocation tactique. Et en fait, ta question, tu vois, cette deuxième partie, pour moi, elle est plus sur la partie tactique que stratégique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va privilégier aujourd'hui dans le deuxième semestre. C'est ça qui m'intéresse réellement. Et puis, je vois beaucoup de cabinets qui passent beaucoup de temps en disant je vais analyser ton fonds, je vais regarder ton fonds, c'est pas mal ce que tu me racontes, ou telle société de gestion, c'est pas mal leur fonds, je vais l'étudier, je vais regarder, je vais le mettre dans un screening. En fait, finalement, on se rend compte que 15% de la performance d'une allocation provient du choix des fonds. Donc, en fait, on a 85% de l'allocation qu'on va en faire. Et bien souvent, je crois qu'il faut remettre le curseur au bon niveau.
Très, Maintenant, très juste, très, pour, très pour juste. être pour être un peu plus précis pour répondre à ta question enfin, oui, bien sûr, il y a des classes d'actifs à privilégier. On est chez Claresco d'une manière, c'est un ADN pour nous, hein, c'est marché action, hein, ça fait plus d'un siècle que nous faisons des actions alors, c'était Ferry auparavant, mais c'est Claresco depuis un quart de siècle maintenant. Donc on a un véritable ADN action, plutôt des valeurs GARP, plutôt donc des valeurs de croissance à un prix, à un juste prix, j'ai envie de dire. Mais dans les secteurs qu'on va privilégier aujourd'hui, en tout cas, on va commencer par celui que tu connais bien, je t'en parle très régulièrement, celui des foncières cotées. Celui des foncières cotées parce que depuis la baisse des marchés l'an passé, déjà, on n'a pas récupéré la totalité du drawdown, il nous reste encore 6% à récupérer, ça a progressé que 30%. On a une décote sur ANR qui est aujourd'hui entre 30 et 40%. On parlait des variants, notamment du variant Delta. On a vu que les campagnes de vaccination ne nous amèneraient pas, en tout cas dans notre analyse, vers des confinements stricts, durs, tels qu'on les a connus donc au mois de mars 2020. Donc cette décote sur ANR, je disais également en préambule que les taux d'intérêt resteraient bas et durablement bas, donc ce qui reste favorable aux foncières cotées. On a des dividendes, on a effectivement donc une diversification qui est sectorielle, parce que les foncières cotées, ce ne sont pas que des centres commerciaux, ce ne sont pas que des bureaux, ce sont des logements, ce sont des cliniques, ce sont des hôtels, ce sont également des entrepôts, des self-storage. Donc il y a une véritable diversification, il y a différents secteurs. À nous, société de gestion, lorsqu'on investit dans cette thématique, à aller pondérer, sous-pondérer tel secteur par rapport à nos convictions du moment. Eh bien, depuis le mois de novembre, très clairement, depuis le 9 novembre, pour ne pas le citer, eh bien, avec la campagne de vaccination, en tout cas la déclaration sur les vaccins, eh bien, on a repondéré de manière très forte la partie des centres commerciaux, qui était tombée quasiment à 4% du portefeuille, mais remontée à 7-8%, d'où cette très belle contribution à la performance. Donc, les foncières cotées, ça a du vrai sens. Sur les marchés actions, on parlait effectivement de la valorisation. Aujourd'hui, quand on achète les marchés actions, on va les payer grosso modo 16 fois les bénéfices 2022. Alors, je fais abstraction de 2021, c'est Ouais, en ouais. relatif par rapport à 2020, donc ça a peu de sens, mais on va les payer 16 fois par rapport à 2022. Historiquement, on les payait 14 fois. Alors on peut se dire, bah oui, effectivement, c'est plus cher. Mais en relatif, les taux d'intérêt se situaient à 2, 3, 4%. On est à Ouais. zéro aujourd'hui. Donc, en relatif, quand j'ai un multiple de résultats que je paie 16 fois, mon rendement, il est de l'ordre de 6,25% versus des taux à 0%. Donc, est-ce que je dois me poser la question d'aller sur les marchés actions? Est-ce que les marchés actions sont chers? Bah, oui, ils sont peut-être chers par rapport à une période de l'an passé, j'ai gagné 60%, mais en relatif, finalement, par rapport au taux zéro, ils ne sont pas si chers que ça. Et dans les marchés actions, il y a une sous-catégorie, excuse-moi Stéphane, mais j'insiste là-dessus, ce sont les small mid. Sur les small mid, aujourd'hui, on les achète également 16 fois les bénéfices, alors qu'historiquement, ça se paye 20 fois les bénéfices. Et que structurellement, la croissance des résultats des small mid est à 5 fois, voire 10 fois supérieure à celle des large cap. Donc il y Donc a des une perspectives un véritable peu opportunité, techniques, Laurent. C'est ça que tu dis, des, quand bien même. sûr, C'est techniques c'est- c'est une et de vision bon assez sens. technique quand même. Ouais, ouais. Vision Ok. technique, mais de bon sens, de bon sens. Donc il y a cette partie effectivement. Donc sur les small mid, les marchés américains, parce que les flux sont aux États-Unis, parce que c'est 40% de capitalisation boursière. Et enfin, je crois que lorsqu'on a des doutes, et nos cabinets partenaires et les CGP qui nous écoutent, qui ont délesté pendant de nombreuses années par déception les fonds flexibles, si on a des doutes aujourd'hui, je pense que augmenter la pondération sur les fonds d'allocation, même la terminologie a changé. On parlait de fonds flexibles il y a quelques années, quelques mois encore. Aujourd'hui, on parle de fonds d'allocation. Déjà, on enlève le mot flexible, on parle de fonds d'allocation. Et je considère, Ok. c'est la même chose, hein, et je Ouais, ouais, considère qu'il y j'ai a bien du vrai compris. sens de revenir sur les fonds d'allocation aujourd'hui en période de doute parce que, notamment actuellement, on a des couvertures optionnelles, justement à cause de ce fameux variant Je, je jusqu'au suis sûr que jusqu'au mois d'août. Je suis sûr que tes co-débatteurs vont être d'accord, en tout cas Alain, en tout cas. Alors Alain, ouais, on a déjà fait une table ronde ensemble, et tu sais que là en plus c'est la dernière du semestre, donc je veux que nos auditeurs et moi-même partions avec quelque chose de concret. Comment on matérialise? Je te posais la question, ou je posais la question à l'un d'entre vous tout à l'heure. Dans votre offre là, alors attention messieurs, hein, évidemment, il est déjà -5, donc il nous reste 5-6 minutes. On va se donner 2 minutes chacun, un peu plus si vous voulez. Est-ce que vous avez un ou plusieurs fonds que vous voulez
détaillée et n'hésitez pas à imager évidemment le pourquoi on choisirait soit de renforcer ou soit d'intégrer, si on n'a pas eu la bonne idée de le faire avant, un ou plusieurs fonds de votre gamme dans nos allocations avant l'été. Alors, c'est une excellente question, Stéphane, merci. Là, je suis entièrement d'accord avec Laurent. La marque de fabrique de Brandywine, c'est la macro qui nous permet ensuite de nous focaliser de manière très précise sur le bottom-up. Pour vous, CGP, en tant que solution, et je dirais que ça peut être une pierre angulaire dans votre portefeuille au niveau obligataire, c'est le fonds Legg Mason Brandywine Global Income Optimizer. Pourquoi? Parce qu'on le gère de manière dynamique. L'année dernière, on a eu une performance positive de plus de 13% en euros. Cette année, on est toujours positif de 0,88 points de base malgré un environnement obligataire très difficile. Un track record depuis 2013, article 8 SFDR, et on vient juste de franchir les 1 milliard sous gestion dans ce fonds-là. Alors bien sûr, la stratégie est beaucoup plus grande, mais c'est aussi ce qui témoigne la confiance que nos clients nous ont accordée par rapport à ce que ce fonds peut faire, aussi bien en protection que capturer la performance de manière positive. Donc oui, gestion active, oui, une rotation dynamique pour gérer à la baisse, mais capturer la hausse dans le fonds Income Optimizer. Bravo, très très Et j'ai très beau tenu mes 2 teasing minutes. et bravo pour le milliard. Non mais bravo pour le milliard, ça a été c'est une belle information aussi, mais ça n'a pas forcément d'importance, mais c'est toujours des petits gaps comme ça qui nous font plaisir. Laurent, 1 minute 30 pour qu'on laisse 2 minutes à Guy après Allez, derrière. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que là on a ok. un peu vu tout. Est-ce qu'on va sur l'immobilier? Est-ce qu'on va sur les small and mid? Alors, on va aller sur les deux, voir toi, tu sais très bien que dans mon discours, et très, très clairement, donc, je prends cette fameuse diversification. Donc, sur la partie immobilier coté, donc c'est Claresco Foncier Valor, c'est un fonds que tu connais bien, Ok. que beaucoup de CGP connaissent bien désormais. C'est un fonds de 50 valeurs, c'est un fonds dans un univers européen, diversification par taille de capitalisation, par zone géographique, bien sûr, France, Allemagne, puisque chaque pays a sa spécificité par rapport à un secteur bien particulier. La France, notamment, sont les bureaux et surtout les centres commerciaux, la Belgique, l'entrepôt. Donc le fonds est à plus 10 depuis le début de l'année. C'est un fonds qui est à plus 30% sur les 5 dernières années et il y a encore un très fort potentiel donc, sur cette typologie et ce secteur-là. Ensuite, bien sûr, les small mid, j'en ai parlé précédemment, il y a une vraie prime, il faut prendre le train effectivement en marche. C'est le fonds Claresco Avenir parce que c'est le fonds qui est un petit peu entre mon fonds Claresco Europe et Claresco PME. Donc, moyenne capitalisation, 3 milliards de capi moyenne. On a tout l'univers des petites capitalisations et des moyennes capitalisations. Le fonds progresse de près de 10% également depuis le début de l'année. Et on est à plus 30% également donc sur les 5 dernières années. Donc je Super. considère que c'est un fonds qui est très dilué. Hein, pour retenir, on n'est pas une gestion, c'est pas une gestion de bêta ce fonds-là. C'est une gestion qualité, croissance et qualité au fond de Taresco Avenir. Et pour Ok. conclure, parce que mes 30 secondes se terminent, le fonds que les CGP souscrivent le plus, c'est Claresco USA. On est à plus 13 depuis le début de l'année, plus 93% sur les 5 dernières années, 60% effectivement basé sur le Dow Jones et les 30% Nasdaq et SPI 500. Donc Claresco USA, Claresco Foncier Valor. Et si on veut toucher au fonds flexible de Claresco, c'est Claresco Location Flexible. Aujourd'hui, on est investi à 70% actions. Bon, on sélectionne la gamme complète. Oui, Guy, mais euh, dans des pondérations différentes. Je te taquinais, Laurent. Guy, alors évidemment, tu vas nous parler du fonds que tu gères, en tout cas, je l'espère. Alors, est-ce que c'est un fonds flexible ou c'est un fonds d'allocation? Comment on l'appelle? Bah, c'est les deux en fait. Donc c'est ce que on tendance à Évidemment. appeler un fonds mixte. Donc, mais contrairement, on a aussi des fonds mixtes plus profilés, donc défensifs, agressifs, neutres. Celui-ci, il est flexible. Donc, finalement, à moi de décider si j'ai beaucoup d'actions ou peu d'actions, mais je ne suis pas limité par des contraintes liées à un éventuel prospectus, etc. Donc c'est un fonds qui fait aujourd'hui un peu plus de 1,7 milliard. Donc, et l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un fonds mixte, c'est une gestion patrimoniale. Et donc l'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, étant donné aussi les circonstances de marché, bah, il y a effectivement le rendement doit presque venir de la partie action. Mais encore une fois, comme c'est un fonds patrimonial qui regarde quand même aussi le risque à la baisse, donc l'idée, c'est de combiner alors les actions qui sont à chaque fois des actions de très grande qualité, des entreprises de très grande qualité, faible endettement, etc. Mais de combiner quand même les actions avec des actifs qui traditionnellement et logiquement souvent
protège le portefeuille dans des phases moins favorables aux actions. Et donc, c'est typiquement l'or, ici dans le fonds, via les entreprises aurifères. Et c'est quand même, même si je disais tout à l'heure, les obligations, les emprunts d'État ne sont peut-être plus une classe d'actifs très attrayante, mais de temps en temps, elles peuvent quand même aider à protéger le portefeuille. Donc, concrètement, dans le fonds, j'ai des emprunts d'État américains à très long terme, donc des durations élevées, mais pourcentage faible, mais duration élevée. Et donc, c'est cette combinaison qui, j'espère, parviendra ou aidera le fonds à bien tenir la route dans des moments plus difficiles pour les actions. Et bien sûr, le côté action ensuite, voire même le côté or, qui est censé ensuite produire le rendement sur le long terme. Le fonds est en Ta hausse. pondération action, c'est combien en ce moment? Aujourd'hui, c'est plus ou moins 2 tiers actions. D'accord. Ça, Ok. la partie or, et c'est toujours important à dire, la partie or aussi, c'est des entreprises aurifères, donc on pourrait dire c'est aussi des actions. Mais comme moi, je les additionne jamais ces deux pourcentages parce qu'au contraire, les actions aurifères sont censées protéger contre la partie action du portefeuille, donc ça ne fait pas de sens de les additionner. Oui, ça peut être en contre-cycle. Super, merci Guy. Messieurs, ben voilà, 31 minutes sont passées également très rapidement comme tout à l'heure. Merci, ça a été très clair. On a évidemment en plus 3 personnalités, 3 façons de voir les choses et on a eu des éléments qui sont pour moi extrêmement complémentaires. Je pense qu'on a là des convictions de diversification. Donc messieurs, merci beaucoup pour ces explications très franches et ces teasers très précis. Bah, que retenir? Bah, que chacun finalement pourra choisir finalement entre stratégie et tactique. Bah, moi j'ai été assez convaincu par ce qu'on m'a dit là. Il y a quand même encore un peu de technique dans la gestion et c'est pas simplement les valeurs. En revanche, il faut rester connecté au réel comme Guy tout à l'heure et pas forcément toujours se déconnecter en fait finalement de l'économie. Et donc on va voir dans les prochains mois comment ça se passe, en espérant évidemment qu'il n'y aura pas de surprise de variant Delta. Messieurs, prenez soin de vous. On se retrouve normalement en septembre pour la prochaine table ronde. D'ici là, prenez soin de vous et vous retrouvez évidemment toutes les équipes sales de Claresco, de BLI et de Brandywine pour creuser un peu plus à la fois l'offre qui nous a été présentée aujourd'hui et évidemment le reste de la gamme de nos partenaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.